Radio J. Le 6-9, Léa Moscona. Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc dans cette joyeuse ambiance. On va parler d'un autre sport qui est la politique. Et puis on va commencer plutôt avec Wagner qu'avec Mozart, puisque 500 militants d'ultra-droite ont défilé samedi à Paris. Vous en êtes ému immédiatement. Même légal, ce sordide défilé abîme la République et doit être dénoncé avec la plus grande vigueur, avez-vous écrit. Pourquoi cette émotion ? Qu'est-ce qui vous a choqué ? Parce que moi je suis d'une génération qui a connu des grands-parents qui sont morts à l'issue de la guerre, parce qu'ils ont été déportés et que, elle date de 94, cette manifestation. Oui, la première, de voilà. mémoire. Mais bon, voilà, on est dans un moment où on peut effectivement légitimement taper sur les outrances de l'extrême gauche, parce qu'on les voit, avec pas mal de dégradations d'ailleurs dans les manifestations. Il ne faut pas oublier que ces gens-là existent encore et que c'est des gens de sinistre mémoire. Donc je n'ai pas à donner plus d'importance aux uns qu'aux autres. Pour moi, les deux sont condamnables, et cela avec force, parce que ça nous rappelle quand même une partie tragique de notre histoire. Le préfet de Paris a expliqué que le trouble à l'ordre public n'était pas constitué, qu'il ne pouvait l'interdire. Vous lui donnez raison. Mais oui, il a raison. Légalement, on peut rien faire. Vous pouvez défiler avec les idées les plus moribondes du monde. Si vous le faites dans le calme et sans gêner l'ordre public, la manifestation est autorisée. Il explique d'ailleurs, le préfet, qu'il avait tenté d'interdire la même manif, ou presque, le 6 février, évidemment, en commémoration du 6 février 34, et que la justice avait dit votre... Mais non, il n'y a pas légalement, vous ne pouvez rien faire. Ça prouve encore une fois peut-être qu'en France, on est quand même encore en démocratie. Est-ce qu'il ne faut pas durcir un peu les textes pour permettre au préfet, sur cette ultra-droite néo-fascisante, de dire non. Franchement, Christophe Barbet, je ne sais pas si vous faites ça, on va vous dire immédiatement que c'est un déni de démocratie, qu'on rentre encore dans un état totalement totalitaire. Enfin bon, vous connaissez bien la suite. Alors il y a eu un problème quand même, c'est qu'une bonne partie de ces manifestants étaient cagoulés, comme ceux d'ailleurs de l'ultra-gauche, des Black Blocs dans les manifs. C'est interdit d'être cagoulé depuis la loi de 2010. Et la police ne fait pas grand-chose, ou ne peut pas faire grand-chose. C'est compliqué. Les Black Blocs, vous voyez bien que c'est compliqué d'un côté, parce qu'ils sont très mobiles, et puis c'est difficile de les attraper. Et puis c'est vrai que ça n'a jamais été appliqué. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse en revanche là-dessus, effectivement, sur le fait que des gens soient masqués ou cagoulés, pour essayer de voir comment on peut faire pour les arrêter, et finalement ne pas autoriser ces manifestations au nom de ça. Pour l'instant, c'est simplement une infraction à 150 €, sauf si on s'est cagoulé pour casser. Il faut peut-être durcir les textes. Oui, peut-être. On verra, mais il faut manier ça avec beaucoup de prudence. Et moi, j'aime bien les réflexions d'Éric Dupond-Moretti là-dessus, sur notamment une loi anti-casseurs, entre guillemets. Il faut vraiment faire ça avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de discussions entre les différents groupes de l'Assemblée nationale. Le GUD s'était auto-dissous, les OAF Paris dissous par le ministère de l'Intérieur ont réinvesti le GUD pour le ressusciter. SOS Racisme demande donc la dissolution du GUD. Il faut agir sur ce terrain-là, quelles que soient les associations, quels que soient leurs extrémistes. Sur les dissolutions des associations, dès l'instant où des associations, pour moi, dès l'instant où des associations jouent un rôle qui va à l'encontre des principes de la République, il faut se poser la question de leur maintien ou pas. On fait pas assez, quoi. On n'utilise pas assez cette arme. Il faut faire assez systématiquement. Entre nous, vous l'avez vous-même démontré, vous pouvez les dissoudre. Il y a de fortes chances pour qu'ils se reconstituent ailleurs sous une autre forme. Hier, il y a eu aussi des casserolades, et à Lyon même plus, quelques dégâts, une mairie dégradée. Comment jugez-vous ces manifestants qui, malgré la commémoration du 8 mai, ont continué à exprimer leur colère contre la réforme des retraites ? La colère contre la réforme des retraites, que les gens continuent à l'exprimer, ça me pose aucun problème dès l'instant où c'est fait dans le calme et dans le respect des valeurs de la République. Là où ça devient plus gênant, c'est quand vous avez certaines déclarations qu'on a entendues ce week-end qui sont tout simplement inacceptables. Vous avez eu à Lyon, je crois, des manifestants qui ont fait référence au Conseil national de la résistance. Alors, soit ils sont totalement nuls en histoire, mais je voudrais leur rappeler que le Conseil national de la résistance avait voté pour une retraite à 65 ans. Donc voilà, dont acte. Et puis d'un autre côté, je crois que c'est un conseiller régional Île-de-France, et je demande à la présidente Valérie Pécresse de prendre les sanctions maximum à l'encontre de ce conseiller régional, qui a quand même appelé à la décapitation du président Emmanuel Macron. Quel que soit le président, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, ce genre de parole ne devrait pas pouvoir être tenu sur quelque antenne que ce soit. C'est le LFI Christophe Prudhomme. Alors il Absolument. dit, c'était un slogan Louis XVI dont a décapité Macron, et que donc, il dit l'expression verbale de la colère, ça évite parfois l'expression physique de la colère. Non, mais l'expression verbale de la colère de cette façon-là, parce qu'ils me font rire à chaque fois, c'est pas vrai, on n'a pas voulu dire ça. Vous l'entendez à chaque fois. Quand il y a un propos outrancier, c'est non, mais c'est pas ce qu'on a voulu dire. C'est symbolique, c'est de la dérision. Oui, mais enfin, la violence verbale, moi, à mon avis, elle atterrit à la violence physique dans la rue. C'est plutôt l'inverse. Elle nourrit plus qu'elle ne calme. Oui, absolument.
Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va s'interroger. Faut-il mettre le drapeau européen au fronton des mairies à côté du drapeau tricolore? C'est une proposition de loi Renaissance. En commission, le MoDem s'est abstenu, alors que le MoDem est très pro-européen. Que ferez-vous, vous, dans l'hémicycle? Je crois que mon emploi du temps aujourd'hui ne me permet pas d'être dans l'hémicycle. C'est un peu facile, non? C'est un peu facile peut-être, mais c'est la réalité. Et si vous y étiez alors? Non, mais je pense que si j'y étais, je m'abstiendrais, je vais vous dire pourquoi. Parce que, est-ce que c'est vraiment le moment de ce genre de proposition de loi? Je pense que le pays attend autre chose. Je pense que les préoccupations des Français et des Françaises sont tout autres. Pouvoir d'achat, loi travail qui va être une loi très importante, santé, éducation nationale, fin de vie, tout ça, ce sont des préoccupations des Français importantes sur lesquelles on doit bosser. On doit bosser en collégialité avec tous les députés de l'arc républicain. C'est mon mantra et je le tiendrai jusqu'au bout. On pourrait dire que c'est quand même important de prendre cette décision aujourd'hui. 9 mai, évidemment, oui, journée de bien l'Europe. sûr, la date est symbolique. Oui, mais aussi parce que ce jour-là, en Russie, eh bien, on défile militairement. Peut-être que de dire l'Europe qui nous protège, il faut la mettre au fronton des mairies. Franchement, Christophe Barbier, est-ce qu'on a besoin d'une loi pour ça? Est-ce que les citoyens ne peuvent pas s'autodéterminer là-dessus, directement, commune par commune? Est-ce que les maires peuvent pas interroger leurs citoyens pour savoir s'ils veulent au fronton de leur mairie? D'ailleurs, je vous rappelle que le drapeau français n'est même pas obligatoire. La seule obligation dans une mairie, c'est le buste de Marianne et le portrait du président de la République. Donc, pourquoi ne pas jouer la carte de la discussion entre maires et citoyens pour ça? Il y a des maires qui diront, nous, on n'en veut pas de l'Europe. Je pense aux maires LFI ou aux maires RN qui diront, nous, on n'en veut pas de l'Europe, comme ils ont protesté quand le drapeau avait été mis sur l'Arc de Triomphe. Franchement, vous croyez que si on vote la loi cet après-midi, je pense qu'elle sera votée, ça va obliger les maires RN et LFI à mettre le drapeau européen au fronton? Je pense que, voilà, ils ne le feront pas de toute façon. Donc, on va leur mettre des amendes et ça ne changera pas grand-chose. Ça va amener de la polémique sur la polémique. Je pense que, effectivement, c'était quelque chose qu'on aurait pu peut-être faire en fin de mandat, quelque chose comme ça, une loi. Mais là, maintenant, vu l'état du pays, vu les préoccupations des Français, franchement, je vois pas l'utilité. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, veut traquer les gros fraudeurs fiscaux. Il a dévoilé un plan. 25% de contrôle en plus sur les gros patrimoines, les gros contribuables, c'est suffisant? Je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, c'est un début et c'est un signe envoyé aux Français qui est un bon signe. Parce que c'était quelque chose d'ailleurs qui était prévu dans le programme du président en 2017 et que pour l'instant on n'avait pas réussi à mettre en place, même si les contrôles se sont intensifiés et même si on a récupéré beaucoup plus d'argent sur les contrôles fiscaux des gros patrimoines qu'on ne l'avait fait dans le passé. Il faut intensifier ça. À l'heure où les gens se pose vraiment la question de savoir s'il est normal qu'il y ait des différences. On l'a vu sur les salaires des grands patrons par rapport aux salaires des smicards. Il est normal que chacun participe à sa hauteur au budget de l'État et les gros patrimoines en font partie. Et les gros fraudeurs pourraient être privés de leur droit de vote. Ça, ils s'en fichent un peu peut-être. C'est symbolique, non? Oui, moi je pense plutôt comment il a appelé ça, l'indignation. Oui, une forme d'indignité fiscale, voilà. Enfin, même des travaux d'intérêt général. Oui. C'est un peu mettre la honte sur ces mauvais Français. Écoutez, on va pas citer de grosses entreprises, mais quand on voit que certains, dès l'instant où on met des règles en place, notamment je pense à la grande distribution, s'empressent d'aller installer leur centrale d'achat ailleurs qu'en France pour éviter les lois faites en France, bah oui, ces gens-là, au bout d'un moment, je suis désolé, ils ne participent pas pleinement à l'avenir de la nation. Vous aviez porté d'ailleurs une taxe sur les superdividendes assez loin. Absolument. Et ce qui a été retenu, ce qui a été décidé, c'est suffisant ? Vous y reviendrez ? Je pense qu'on y reviendra, oui, à un moment ou un autre. Pourquoi super dividende plutôt que super profit ? Parce que super dividende, c'est de l'argent qui dort, en fait, qui ne fait que rapporter à celui qui le détient. Donc l'idée, c'est de dire, vous prenez les dividendes d'une grosse entreprise sur les 5 ans passés, vous regardez s'il y en a eu la moyenne, vous regardez s'il y en a eu en plus, et puis vous taxez sur ce qu'il y a en plus. C'est normal, parce que c'est de l'argent qui profite à des gens qui n'ont pas forcément fait quoi que ce soit, d'ailleurs pour être productifs et pour que cet argent prospère. Au risque de faire fuir ces investisseurs qui diront, mon argent, je vais le mettre ailleurs qu'en France. Non, parce que sur la partie que vous prenez, je pense pas, non. Que vise le MoDem aux élections européennes ? Vous voulez faire une liste indépendante ? Vous serez dans la liste ? Non, je pense pas. Non, il n'y a pas d'hostilité ? Non, parce que la majorité présidentielle, je pense les 3 composants de la majorité présidentielle sont pro-européens. On est même peut-être les seuls réels pro-européens. Avant, il y avait encore les socialistes, mais on se pose des questions. Donc non, je pense qu'on va y aller en commun. Ça sera une élection importante où finalement les Français s'en détourneront et ça ne pèsera pas sur le quinquennat. Moi, j'ai peur que le taux d'abstention soit important. Mais c'est dommage parce que la France sans l'Europe, ça ne marche pas.
La Macronie est une mosaïque, on le voit bien, Renaissance, Horizon, Modem, vous avez vos nuances, on vient de le voir sur le drapeau européen. Comment éviter une certaine forme de zizanie, d'éclatement après 2024, enfin vers la fin du quinquennat Macron? Non, mais moi, au-delà de ça, il faut que nous, effectivement, les trois composants de la majorité, on arrive à trouver des voies où on est d'accord sur les textes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on travaille très en amont. Ce qu'on n'a pas vraiment su faire jusqu'à maintenant depuis le début de ce deuxième quinquennat, pour une raison simple, les habitudes de la Ve République sont telles qu'il est compliqué de revenir en arrière. Nous, pour le Modem, c'est assez facile, c'est dans notre ADN d'arriver à trouver des consensus. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, mais réellement, c'est-à-dire que les trois présidents de groupe se parlent régulièrement pour aboutir sur des textes communs. Voilà, on est une forme d'intersyndicale, si on veut. Et dans une intersyndicale, c'est pas tout le temps la CFDT qui commande, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et de l'autre côté, il faut qu'on implique beaucoup plus les députés de l'arc républicain à l'écriture des textes, avant même qu'ils soient proposés en Conseil des ministres. Ce que fait très bien, d'ailleurs, la ministre Agnès Pannier-Runacher. Ce qu'a très bien fait Bruno Le Maire avec la loi Industrie verte. Il faut qu'on continue, il faut que le gouvernement s'appuie sur les députés pour qu'on crée ces espaces de travail avec les députés de l'arc républicain, des communistes au LR, parce que il faut que les gens se rendent compte que si on ne fait rien, si la Chambre des députés ne fait rien, qui est la Chambre des représentants du peuple, on va tout droit à une catastrophe en 2027, et je voudrais que chaque député en soit conscient. Donc il en va de notre responsabilité majorité présidentielle, mais il en va de leur responsabilité aussi, les oppositions républicaines, de penser à ça. Eh bien Bruno Millienne, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs. Bruno